Eh ben, on est parti. Eh ben, merci les camarades d'être venus si nombreuses et nombreux pour ce webinaire sur les retraites. Donc du coup, webinaire confédéral avec des arguments voilà, les plus utiles possibles, euh, pouvant être utilisés bien sûr dans les heures d'info syndicales, dans les heures mensuelles d'info, dans les AG, peu importe, là où vous voulez, dans les syndicats. Donc on commence tout de suite. Deux, trois éléments datent un peu, puisqu'ils datent de mars 2025, donc c'est pas si vieux, mais des choses se sont déjà passées entre-temps. Je vais y revenir au cours de la discussion. Hop là. Bon, la bataille de retraite, elle ne s'est en réalité jamais refermée. C'est depuis 2019, puis ensuite, à partir de 2021 jusqu'en 2023, on continue à mener cette bataille. Vous vous souvenez d'une concertation d'un gouvernement qui était au pied du mur, donc ça continue. Et vous savez aussi que maintenant, on est sorti de la concertation. Donc évidemment, on n'est pas sorti de cette concertation pour rien faire, mais pour mener la bagarre, globalement dans nos boîtes, dans nos services, et puis partout où ce sera possible, entre maintenant et le 5 juin. Et notamment, et puis après, jusqu'à l'abrogation de cette fichue réforme des retraites, on mènera cette bataille. Donc voilà, on est lancé jusqu'à mai, jusqu'à juin. La Cour des comptes a effectivement sorti une mission flash, comme il disait, qui mettait à mal l'argumentaire du Premier ministre, M. Bayrou, qui expliquait qu'il y avait un déficit caché, ce qu'y compris la Cour des comptes a contesté, comme le faisait d'ailleurs le Conseil d'orientation des retraites. Ça, c'est déjà un point qui sert notre argumentaire. Donc on est toujours pour l'abrogation de la réforme de 2023, et c'est toujours une étape et seulement une étape pour aller gagner notre revendication principale, la retraite à 60 ans. Alors comment fonctionne notre système de retraite? Notre système de retraite, la base depuis 1945, un système qui a beaucoup bougé depuis, mais c'est un système dit par répartition, un système à prestations définies et un système redistributif et solidaire. On va prendre chacun de ces éléments les uns à la suite des autres. Par répartition, ce que ça veut dire, c'est que les cotisations des actifs et des actives financent les pensions des retraités de l'année en cours. On ne cotise pas pour sa retraite plus tard. On cotise pour le système de retraite qui, chaque année, verse des pensions. Et ces cotisations, bien sûr, nous ouvrent des droits individuels et collectifs pour la retraite pour le futur. Mais quand on sera en retraite, ce sera les actifs du moment où on sera en retraite qui paieront pour nos retraites. C'est comme ça que fonctionne le système. Et il a cette qualité incroyable, c'est qu'en fait, il peut être en équilibre tout le temps, à partir du moment où on le décide. Et évidemment, vous comprendrez bien que ce n'est pas tout à fait ni la logique patronale, ni la logique gouvernementale. Et la qualité principale de ce système, c'est sa sécurité, individuelle comme collective, le financement reposant toujours sur la masse salariale globale. À partir du moment où il y a des salaires qui sont versés, il y a des cotisations qui sont versées et il y a des ressources pour le système de retraite. Ça, c'est fondamental à avoir en tête et de surtout pas rentrer dans le jeu gouvernemental de je cotise pour moi-même pour ma retraite future. Ça, c'est une autre logique. On va voir tout de suite. C'est celle de la capitalisation, en tout cas avec différents termes, hein, en tout cas différentes manières de le voir. L'idée de la capitalisation, c'est celle-ci. Petit pouce vers le bas parce qu'évidemment, on est contre. Les cotisations versées sont inscrites sur un compte individuel. Elles sont ensuite investies en placements financiers. Et alors là, la sécurité, j'aime autant vous dire qu'on n'y est pas du tout. C'est souvent des fonds de pension qu'ils gèrent, d'ailleurs, qui sont devenus des acteurs financiers majeurs. Et ces placements financiers sont liquidés au moment du départ en retraite pour être transformés en rente mensuelle. D'accord? C'est de l'épargne tout au long de la carrière qui, à un moment donné, est transformée en une rente qui nous reviendra tous les mois à partir de l'âge de liquidation. Ça, c'est un système qui est purement individualiste, qui exclut par sa construction même et par sa nature toute forme de solidarité. C'est pas possible ça. Chacun se débrouille avec ses cotisations, peu importe ce qui s'est passé dans la carrière, et vous comprenez bien que c'est un système qui est profondément inégalitaire. Celles et ceux qui auront eu le plus de moyens tout au long de leur carrière peuvent se garantir des retraites plus importantes. Et donc les pensions ne dépendent pas de la masse des salaires et donc de la masse des cotisations, mais dépendent des versements effectués pendant toute la vie. Donc accident de vie égale moins de versements effectués égale une rente moins importante en fin de carrière. Et dépendent de la performance des placements choisis. Il suffit d'une crise financière pour que, d'un seul coup, la plupart des placements disparaissent. Évidemment, les fonds de pension tentent en permanence d'avoir du rendement avec des niveaux de risque plus ou moins importants acceptés par les fonds de pension et acceptés par les futurs retraités. Tout ça, évidemment, étant géré par des institutions financières,
La logique de capitalisation, ça s'inscrit aussi dans la logique du capitalisme financiarisé. Ça fait partie du fonctionnement global de notre régime économique, ou plutôt, on devrait dire, de son dysfonctionnement. Et donc, d'éventuelles faillites totales d'organismes financiers gestionnaires de retraite ne sont jamais à exclure. C'est déjà arrivé, ça continuera à arriver, c'est la pire idée possible de passer à la capitalisation. Un régime dit à prestations définies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on garantit collectivement, c'est un choix politique, un certain niveau de pension au moment du départ à la retraite. Ça dépend évidemment du rapport de force. Et l'idée, c'est que la cotisation et globalement les ressources du système doivent s'adapter tant sur le taux de cotisation pour garantir tel niveau de retraite, tel niveau de pension, ce qu'on appelle le taux de remplacement, mais aussi en fait l'âge de départ, et sur l'assiette. Qu'est-ce qui rentre dans les ressources du système de retraite? Ça, c'est les enjeux fondamentaux dont le gouvernement et le patronat ne veulent jamais parler pour une raison simple, c'est que ça pourrait faire émerger l'idée que potentiellement les ressources, on les a si on va les chercher là où il faut aller les chercher. Le système français était à l'origine prévu pour être à prestations définies, avec la garantie d'un taux de remplacement. Ça, c'était l'idée centrale du régime de retraite. Il y avait un rapport entre la première pension et la rémunération moyenne des dernières années. Tout ça, c'est un enjeu de conflit de classe permanent. Est-ce qu'on prend en compte les 6 derniers mois? Est-ce qu'on prend en compte les 10 meilleures années? Etc. etc. Sous la pression du patronat, il y a une diminution de la part du financement de ce système au détriment des droits des salariés au fur et à mesure, avec des retraites complémentaires, avec de plus en plus de ménages qui ont recours à de l'épargne pour leur retraite. Enfin voilà, il y a tous ces ensembles de mécanismes qui rentrent en jeu. Un point quand même sur les notions de financement, même si on y reviendra à la fin, pour bien avoir en tête les 3 leviers principaux sur lesquels on peut jouer quand on parle de retraite. Le premier levier, c'est l'âge de départ. Vous comprenez bien que si on augmente l'âge de départ, forcément, on versera potentiellement moins de pension, puisque la carrière sera de fait plus longue. C'est une manière, d'entre guillemets, d'économiser sur le système de retraite. La deuxième manière d'avoir du financement, c'est de réduire le niveau des pensions. Ah oui, si vous versez moins de pensions, mécaniquement, votre système de retraite coûte moins cher. Et il reste un troisième levier, dont ni le patronat ni le gouvernement ne veulent jamais parler, c'est les ressources du système. On peut augmenter les ressources du système, on peut trouver des financements supplémentaires pour garantir un âge de départ et pour garantir un taux de remplacement, c'est-à-dire un niveau de pension relatif au salaire précédent. Les régimes à cotisation définie, c'est exactement ce vers quoi patronat et gouvernement veulent nous emmener. C'est partager la misère plutôt que partager les richesses. C'est la garantie non pas qu'on aura un niveau de prestation, non pas qu'on aura tel âge de départ, mais c'est la garantie qu'on ne dépassera jamais un certain plafond de cotisation. D'accord? Vous vous rappelez, pendant la réforme de 2023 et la précédente, c'était ah, il ne faut pas que ça dépasse 14% du PIB. Personne ne comprend très bien d'où sort cette règle. Vous voyez que c'est une règle arbitraire qui permet de dire ah, vous comprenez, on ne pourra pas aller plus dans les ressources que 14% du PIB. Bon, soit, c'est évidemment un choix politique. Ce que ça produit, ça, c'est qu'on garantit qu'on n'augmentera pas les ressources du système. En revanche, on garantit rien sur le niveau des pensions futures et on garantit rien non plus sur l'âge de départ, puisque ce sera toujours le seul levier qui sera mobilisable. À partir du moment où politiquement le choix est présenté comme je ne peux pas augmenter les ressources du système, la seule manière d'équilibrer à long terme, ce sera toujours de repousser l'âge de départ. Et le patronat commence déjà à dire oh, peut-être que 64 ans, c'est pas assez, peut-être qu'il faudra 65. Dans un article du Monde d'il y a 2 semaines, euh, les journalistes expliquaient avec des économistes à leur rescousse que même 66 ans, ça ne suffirait pas à garantir l'équilibre de long terme du système. Et vous voyez bien, en fait, la supercherie. C'est qu'on peut aller jusqu'à 70 ans comme ça. Parce que l'enjeu, ça n'a jamais été de repousser l'âge de départ. L'enjeu, c'est toujours d'augmenter les ressources du système. Et ça, il faudra qu'on se le dise entre nous. Il y a besoin d'augmenter les ressources du système. Et c'est tout l'enjeu du conflit et du rapport de force qui nous oppose au patronat. Dans ce régime à cotisation définie, et non pas à prestation définie comme nous, on l'appelle de nos voeux, en fait, c'est les besoins qui s'adaptent aux moyens et non pas l'inverse. Et le débat, il porte sur la réduction des droits plutôt que sur le financement. C'est exactement ce qui est en train de se passer depuis 2019, et puis même depuis les réformes précédentes. Le patronat défend, lui, une règle d'or. Donc, vous voyez, cette même logique, là, soit 14% du PIB, soit autre chose. Pas tellement par souci de l'état des comptes publics et d'état des comptes de la sécurité sociale, mais pour être sûr de ne pas avoir à contribuer davantage et pour restreindre les droits collectifs et bien sûr, derrière, pour ouvrir de nouveaux marchés.
Parce qu'à partir du moment où vous réduisez les droits collectifs, à partir du moment où vous mettez en place une limitation des ressources du système, que vont faire les ménages qu'ils peuvent, à votre avis? Eh ben, ils vont pas regarder le régime en se disant: «Ah bah écoutez, puisqu'on m'annonce une baisse des droits, je vais rien faire». Celles et ceux qui le pourront épargneront, c'est déjà ce qui se passe d'ailleurs, soit via des assurances vie, soit via des plans d'épargne retraite privés, tout ce genre de mécanismes pour compenser la baisse des droits collectifs. Donc on a vraiment un choix de société entre un système de retraite financé collectivement pour répondre aux besoins et des doses de capitalisation, c'est ça que veut le patronat, pour faire rentrer le loup dans la bergerie, si vous voulez, en expliquant que finalement, c'est qu'une moins, enfin comment dire ça, c'est la moins pire des mesures pour garantir la pérennité du système. C'est exactement ce que le patronat explique sur les services publics depuis maintenant une quarantaine d'années. Des morceaux de privatisation, c'est pas si grave, c'est ça qui permet de garantir. Non, c'est du rapport de force, toujours. Et c'est notre système solidaire contributif contre leur logique qui est celle de la capitalisation. Ça va jusque-là? Bon. Nickel. J'enchaîne avec les effets de la réforme de 2023. Le premier effet, il est simple à comprendre, bah, c'est repousser l'âge de départ en retraite. Il faut une durée de, comment dire ça, de cotisation plus importante pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein. Et on voit qu'à mesure que les, comment dire ça, les générations là, vont être de plus en plus jeunes, évidemment, les effets seront de plus en plus importants jusqu'à arriver aux 2 ans supplémentaires. Et donc là, je crois qu'on est assez nombreuses et nombreux à être concernés ici. Du moins, Marie, toi et moi, on est concernés par ces 2 années supplémentaires. Et donc voilà, il faudra avoir une durée d'assurance plus importante pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc ça, c'est l'effet principal de la réforme de 2023. Évidemment, cette réforme-là, elle remet aussi en cause les régimes pionniers. Un recul des droits très important dans certains secteurs où, avant la réforme, du fait de critères de pénibilité spécifiques à ces secteurs et du fait du rapport de force aussi et des conquis sociaux dans certains secteurs pionniers, et non pas spéciaux, vous voyez bien la différence de vocabulaire, il y avait la possibilité de partir entre 54 et 56 ans. Et la suppression progressive, en tout cas les tentatives de suppression de ces régimes pionniers, met en danger la santé des travailleurs et des travailleuses, parce que ce sont des régimes pionniers en reconnaissance de la pénibilité de ces secteurs-là. Et donc évidemment, la logique, c'est certainement pas de dire évidemment, ce que vend le patronat et ce que vend le gouvernement, regardez, c'est privilégié, alors que dans d'autres secteurs, là aussi, il y aurait matière à partir plus tôt. Et ce que dit le patronat, qui est en fait stupide, ils disent, mais attendez, vous vous rendez compte, eux, ils partent plus tôt, alors que vous aussi, vous avez des métiers difficiles. Donc déjà, le patronat reconnaît qu'il y a des métiers difficiles, et dans le même temps, le gouvernement supprime des critères de pénibilité. Notre logique à nous, c'est quoi? C'est pas de dire on tire tout le monde vers le bas, c'est de dire on tire tout le monde vers le haut, vers les régimes pionniers, en prenant en compte la pénibilité de manière la plus large possible, à partir des réalités concrètes du travail. Ce qu'on revendique, c'est bien sûr le retour aux 62 ans et l'annulation de la réforme Touraine qui accélère le passage à 43 annuités de cotisation pour bénéficier d'un taux plein. Mais ça, c'est la première étape, c'est le premier jalon pour aller vers la retraite à 60 ans pour avec une carrière complète pour toutes et tous. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'en fait, les 60 ans, c'est la base de la base à partir de laquelle on devrait toutes et tous pouvoir partir en retraite pour profiter de cette vie après le travail. La pénibilité, qu'est-ce que c'est? En fait, ça, alors il y a une petite faute d'orthographe là, peut être considéré comme pénible tout travail qui a des conséquences irréversibles sur la santé et qui altère l'espérance de vie. Ça, c'est la définition la plus générique, disons-le. Pour le privé, le dispositif qui existe aujourd'hui, c'est le C2P pour le compte personnel de prévention, qui prend en compte 6 critères de pénibilité et permet de la formation principale et des départs anticipés de 2 ans maximum. Donc c'est largement insuffisant. Et pour la fonction publique, les dispositifs dits de service actif permettent aussi des départs anticipés selon des modalités qui sont un peu différentes. Oui. La Bien, pénibilité, merci. c'est aussi un élément qui augmente. Il y a 2 choses qui augmentent. Si vous regardez les statistiques du ministère du Travail, hein, la DARES, la pénibilité, en tout cas la dégradation des conditions de travail, concerne à peu près tous les secteurs, avec certains qui sont tout en haut de l'affiche, comme on dit, du côté de l'hôpital et dans la construction. La construction, c'est très connu sur la pénibilité, l'hôpital beaucoup moins, et pourtant la dégradation est encore plus marquée à l'hôpital que dans la construction. 3 millions de salariés en France sont exposés aux agents chimiques dangereux, critère de pénibilité. 10 millions sont exposés à de fortes contraintes physiques. Là, évidemment, ça concerne énormément de métiers.
4 millions sont confrontés à un environnement agressif, 5 millions à des rythmes de travail atypiques, 10% des salariés effectuent un travail de nuit. Là, il y a des critères très objectifs à aller chercher aussi. 46% des femmes et 40% des hommes ont un travail répétitif. 54% des femmes et 46% des hommes peuvent déclencher des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. Donc vous voyez qu'effectivement, ça augmente dans tous les secteurs, certains étant concernés au premier chef. Mais voilà ce qu'on revendique. La reconnaissance de la pénibilité par des départs anticipés à la retraite dès 55 ans. Ça, c'est la revendication. Donc vous voyez, 60%, c'est pour tout le monde. Et pour les métiers les plus pénibles, selon des critères sur lesquels je reviendrai ensuite, c'est dès 55 ans, avec un trimestre d'anticipation par année d'exposition aux critères de pénibilité, et jusqu'à 10 ans pour certains métiers. Voilà la revendication. Et déterminer la pénibilité à partir des conditions spécifiques de chaque métier, avec des critères collectifs par métier. Donc ça, c'est un enjeu de négociation au niveau des branches notamment, mais ça, c'est fondamental pour reconnaître aussi les différences d'espérance de vie en bonne santé qui découlent de la pénibilité. Parce que c'est concret, la pénibilité, hein. Ça veut dire que quand vous arrivez à l'âge de la retraite, vous n'avez pas la même espérance de vie en bonne santé. Pour beaucoup d'hommes notamment, puisque les femmes ont une espérance de vie et une espérance de vie en bonne santé supérieure aux hommes. C'est à peu près le seul avantage qu'elles ont par rapport aux hommes du point de vue socio-économique, d'ailleurs. Mais vous verrez qu'elles ont beaucoup d'autres désavantages sur la retraite. Mais pour de très nombreux métiers, quand on part en retraite aujourd'hui, en fait, on n'est déjà plus. L'espérance de vie en bonne santé, on l'a déjà dépassée, puisque c'est de 64 ans pour beaucoup de personnes. Donc c'est un élément fondamental. Et la reconnaissance de la pénibilité, et bien sûr au travail, ça aussi c'est une bataille syndicale, bah, de réduire la pénibilité, d'améliorer les conditions de travail. Ça, c'est la bataille syndicale quotidienne. On n'est pas là, entre guillemets, pour se crever à la tâche pendant une trentaine d'années pour ensuite pouvoir partir en retraite. L'objectif pour nous, c'est d'agir sur les deux tableaux, pendant la carrière et après la vie active. Ce qu'on exige aussi, c'est l'élargissement des critères de pénibilité du privé au public et un montant de pension, bien sûr, qui permette de vivre dignement. Et ça, j'ai envie de dire, pour toutes et tous. Évidemment, la réforme a eu des effets délétères ciblés sur les plus précaires. Ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup, il y a ce qu'on appelle un sas de précarité entre la fin de la vie active concrète et le départ en retraite. Ça veut dire que le sas de précarité, c'est toutes celles et ceux qui sont ni en emploi, ni en retraite avant de pouvoir liquider et avant de pouvoir partir effectivement en retraite. Donc, soit des personnes qui sont inactives, soit des personnes qui sont sans revenus, soit des personnes qui sont au chômage. Et ce pourcentage de travailleurs et de travailleuses dans ce sas de précarité augmente entre 53 et 60 ans. Les effets de la réforme de 2023, vous les comprenez immédiatement, c'est que ça a augmenté ce sas de précarité entre l'emploi et la retraite. Ça a des conséquences négatives sur les pensions et bien sûr, ça a des conséquences négatives aussi sur 2 années supplémentaires, entre guillemets, de galère, au lieu de pouvoir enfin profiter un peu, sachant qu'évidemment, c'est pas de la faute des personnes si elles sont ni en emploi ni en retraite avant le départ en retraite, c'est que les patrons n'en veulent pas et qu'on observe un pic de licenciement autour de 60 ans, ce qui est très clair. Et dans les discours managériaux, c'est même encore pire. C'est que l'inemployabilité, elle est pensée bien avant, ce qui est totalement discriminatoire, hein, mais ils trouveront toujours une justification pour ne pas recruter des personnes de plus de 50 ans, par exemple. Et vous voyez que ça augmente en fait ce sas de précarité entre l'emploi et la retraite. L'autre élément fondamental, c'est que c'est une réforme qui a eu des effets délétères sur les femmes principalement. Il y a une persistance de difficultés, ça c'est général, hein, des femmes pour valider des carrières complètes. On parle souvent de carrière en accordéon, mais bien sûr, ce sont les femmes qui se retirent plus souvent de l'emploi lors de l'arrivée de l'enfant, très, très majoritairement, du fait du partage genré des tâches domestiques. Et parmi ces tâches domestiques, la maternité en fait partie. Et donc, bien sûr, ça fait partie des éléments où, le plus souvent, on va entendre ah, je me mets à temps partiel. Ah, c'est moi qui prends un congé plus long, etc. Tout ça a des conséquences sur le déroulé de carrière et qui a évidemment des conséquences aussi sur la possibilité de liquider sa retraite à un certain âge. De la même façon, 60% des proches aidants sont des femmes. Donc là aussi, se retirer en partie de l'emploi souvent pour aider un proche âgé, etc., c'est majoritairement supporté par des femmes. Le temps partiel, ça je vous apprends rien non plus, mais en 2023, 80% des travailleuses, enfin de 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, donc ce qui a des conséquences évidentes là aussi sur le montant des pensions et sur le nombre de trimestres cotisés.
60% des personnes au chômage ou en invalidité avant la retraite, ce fameux sas de précarité, ce sont des femmes, là aussi. Et donc, du coup, elles perdront les gains liés au trimestre assimilé. Et les femmes sont aussi surreprésentées parmi les déciles de salaire les plus bas. Ça veut dire que les métiers, souvent non seulement les plus pénibles, mais aussi les plus sous-valorisés, les moins bien payés, sont des métiers majoritairement exercés par des femmes. Je pense notamment aux métiers du soin et du lien, que ce soit l'aide et le soin à domicile, que ce soit tous les métiers du soin, tous les métiers du lien, où les femmes sont surreprésentées et où les salaires sont plus faibles. Donc là, il y a des inégalités de genre qui sont très claires, qui sont évidentes. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur l'arrivée de l'enfant, ça a aussi des conséquences sur sur les déroulés de carrière. Moins de promotion, etc. Donc ça, c'est des notions sur lesquelles on pourra revenir dans d'autres webinaires. Les parois de verre, le plafond de verre, le plancher collant, tout ça, ce sont des choses qui sont vécues par nombre de travailleuses dans ce pays. Ce que nous revendiquons, c'est la prise en compte des années d'études et des périodes de première recherche d'emploi dès l'inscription à France Travail, au travers d'une validation des périodes concernées. C'est une manière de limiter l'effet accordéon, entre guillemets, des carrières, principalement pour les femmes aussi, sur les périodes de chômage. Une politique volontariste d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, évidemment, qui améliorera à terme la retraite des femmes et qui abondera aussi les ressources des régimes de retraite. Sur les droits familiaux et conjugaux, là aussi, il y a des choses à améliorer. Majoration pour la durée d'assurance. Dans le privé, c'est 8 trimestres par enfant. Dans le public, c'est 2 trimestres par enfant liés à la maternité. L'assurance vieillesse des parents au foyer et l'assurance vieillesse des aidants, là aussi, des droits familiaux et conjugaux, des droits solidaires en fait, à améliorer. Et la majoration de pension pour les enfants, 10% pour chaque parent à partir de 3 enfants et 5% par enfant supplémentaire dans le public avec un montant qui est plafonné. Ce qu'on revendique, c'est l'élargissement des droits au PACSé, pas seulement aux personnes qui sont mariées, la majoration des pensions dès le premier enfant, pas de raison d'attendre plusieurs enfants, la revalorisation de la reversion, la pension de reversion de la pension du défunt à 75%, et les partages de droits en cas de multiples unions. Voilà, l'idée, c'est pas de se dire, on reste, enfin, comment dire ça, les droits se déclenchent que dans une union et les autres unions ne sont pas prises en compte. Il n'y a pas de différence à faire selon les différentes formes d'union. La règle doit être la proratisation simple au regard des années d'union. Vous avez été pacsé pendant X années, la proratisation doit se faire selon ce nombre-là d'années, peu importe qu'il y ait d'autres unions par la suite, etc. Concernant la situation financière du régime, alors, ce graphique-là, il est rassurant, mais vous allez voir tout de suite que pour les mauvaises raisons. Mais si vous regardez ce graphique qui s'étend jusqu'à l'horizon 2070, qui est issu du rapport de juin 2024 du Conseil d'orientation des retraites, les dépenses du système de retraite en pourcentage du PIB observées et bien sûr projetées jusqu'en 2070 seraient à peu près stables, voire en légère diminution. Alors là, on peut se dire très bonne nouvelle. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est que si ces dépenses sont en léger recul à moyen long terme, c'est qu'en fait, le niveau de vie moyen des retraités par rapport à l'ensemble de la population est lui aussi projeté à la baisse. Ça veut dire que les pensions versées à horizon 2070 seront plus faibles qu'aujourd'hui, globalement, par rapport aux actifs, pas forcément en montant nominal. Ça veut dire que le montant des pensions en euros sera plus important, mais rapporté au niveau de vie des actifs, au lieu d'être à peu près aux alentours de 100% du niveau de vie des actifs, comme c'est le cas aujourd'hui, d'accord, entre 98 et 100% ces dernières années, voire même un tout petit peu au-dessus. Ce qui est projeté, c'est une baisse de pouvoir d'achat, de fait, une dégradation du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs, où le niveau de vie serait de 83% celui des actifs contre 98% aujourd'hui. Ça veut dire que quand nous partirons en retraite, je te regarde Marie, nous aurons un niveau de vie à régime constant qui sera plus faible que ce dont les retraités bénéficient aujourd'hui. Évidemment, là, l'argument que certains agitent, c'est de dire: «Ah bah, puisque c'est comme ça, il faut faire payer les retraités actuels qui sont des privilégiés». Mais c'est pas du tout ça la question. La question, c'est que nous aussi, nous voulons pouvoir vivre dignement à la retraite dans les années qui viennent et vous comprenez bien ce que je veux dire par là, c'est que, si je reviens au graphique précédent, ça, c'est pas possible et il va falloir que la courbe orange, au lieu d'aller vers le bas, elle aille vers le haut avec des ressources supplémentaires pour garantir non seulement l'équilibre du système, ce qui ne pose aucun problème par ailleurs, mais surtout pour garantir des pensions décentes et pour garantir un âge de départ qui permette de profiter pleinement de sa retraite.
Ce que nous revendiquons par ailleurs, c'est un niveau de pension, c'est-à-dire un taux de remplacement, d'accord? C'est le niveau de pension par rapport au dernier salaire, d'au moins 75% du revenu d'activité pour une carrière complète, avec un retour aux 10 meilleures années pour le privé, d'accord? Et non pas les 25 meilleures années comme c'est le cas trop souvent. L'augmentation du minimum de pension au niveau du SMIC pour une carrière complète et l'indexation des pensions sur l'évolution des salaires et non pas sur l'inflation. C'est tout l'enjeu du graphique précédent. C'est que si on indexe le niveau des pensions sur les salaires, on garantit en quelque sorte que le niveau de vie des retraités reste stable par rapport à celui des actifs. Si on indexe sur l'inflation comme c'est le cas aujourd'hui, alors en période de forte inflation, c'est un peu différent, puisque de fait, les salaires n'ayant pas encore rattrapé l'inflation, il y a eu effectivement une augmentation un peu plus importante des pensions au global, mais globalement sur une période longue, les salaires sont tendanciellement légèrement au-dessus de l'inflation. Et vous comprenez bien que si vous indexez sur l'inflation et pas sur les salaires, eh bien, il y a un décrochage petit à petit au fur et à mesure des années qui amène jusqu'à cette perte de pouvoir d'achat pour les retraités. Alors, les réponses patronales et gouvernementales. Bah, en fait, c'est à peu près tout le temps la même chose, hein. Tous les projets gouvernementaux depuis 30 ans ont en commun d'être en accord avec le patronat. Ça n'étonnera personne dans cette salle, fût-elle virtuelle, mais l'idée centrale, c'est toujours la même. Pas de ressources supplémentaires pour le système. Et là, vous entendez déjà Bruno Le Maire dire, à l'époque, maintenant je ne sais même plus qui c'est le ministre de l'économie, c'est vous dire si c'est intéressant pour nous, c'est je n'augmenterai pas les impôts des Français. Alors en fait, quand un ministre de l'économie vous dit ça, il veut dire deux choses. Il confond impôts et cotisations, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous, on sait que les cotisations, c'est une partie de notre salaire. Et lui, évidemment, il joue sur la corde sensible des impôts, en prenant souvent, évidemment, comme exemple, l'impôt sur le revenu, qui est celui qui est le plus visible, hein, au quotidien, alors que ce n'est même pas celui qui nous frappe le plus. En vérité, c'est plutôt la TVA. Mais peu importe, qui est un impôt proportionnel et indirect. Mais je reviens à mes moutons. Quand il dit je refuse d'augmenter les impôts des Français, ce qu'il dit en vérité, c'est je refuse de mettre à contribution celles et ceux qui en ont les moyens. Je refuse d'augmenter les impôts des Françaises et des Français les plus aisés. Et encore plus, jamais je ne mettrai à contribution le capital, c'est-à-dire que on ne touche pas à la répartition entre nos salaires d'un côté, les profits de l'autre. On laisse le statu quo, voire on augmente la part qui revient au profit. Donc pas de ressources supplémentaires pour le système. Des cotisations définies, c'est la même logique. On ne touchera pas au levier du financement. C'est ça que ça veut dire globalement. On abaisse les pensions servies. Voilà le levier qu'on utilise. Abaissement des pensions. On affaiblit la logique de répartition du système. On tente d'individualiser la relation à la retraite pour ouvrir la voie, si possible, à des morceaux de capitalisation, voire à terme à la capitalisation tout court. Je vous rappelle quand même qu'en 2019 et en 2021, quand on expliquait que la logique gouvernementale et patronale, c'était, à la CGT, on l'expliquait ça, hein, c'était d'ouvrir la voie à la capitalisation, tout le monde criait au scandale, mais vous vous rendez compte, procès d'intention, vous mentez, etc. Bah, regardez aujourd'hui, c'est exactement ce que le patronat met dans la balance, et c'est exactement ce que le patronat a mis dans la balance pendant la concertation du début d'année. On n'était pas si fou que ça, on avait bien compris la manœuvre patronale, et eux ont bien compris, évidemment, qu'il y avait un marché potentiel. Parce que ce qui les embête au plus haut point, c'est qu'un système par répartition, il n'y a pas matière à faire de l'argent dessus. Il n'y a pas de possibilité de faire du profit. Un système par capitalisation, les gestionnaires de fonds de pension, vous vous doutez bien qu'ils ne font pas ça gratuitement, hein, et qu'il y a évidemment matière là à développer des marchés et donc à développer une logique de profit. Accroissement de la part de la capitalisation, bah, ça va en lien avec ce qu'on vient Hein? de dire. Et puis bien sûr, une interrogation sur les contributions des retraités. Entre les câbles. L'argument phare, c'est de dire on ne mettra pas le capital à contribution, parce que ça, c'est même pas pensable dans leur tête. Mais par contre, on va C'est faire payer les l'anniversaire de retraités Gwen ce actuels, soir. comme si les retraités étaient un tout homogène, comme si les retraités étaient les riches de ce pays, alors qu'en fait, les retraités, c'est comme les jeunes, ça ne veut rien dire. Il y a des retraités au minimum Hein? vieillesse et il y a des retraités extrêmement riches avec beaucoup de patrimoine. À la lutte des classes, n'opposons jamais la lutte des classes d'âge, qui est une fumisterie gouvernementale et patronale. Restons bien sur une question de répartition des richesses et sur une question de gestion collective de nos affaires versus logique de profit. Ce qu'on revendique, c'est l'abrogation immédiate de la réforme de 2023 et ensuite d'aller vers la retraite à 60 ans. Le Conseil d'orientation des retraites, dans un rapport récent, a indiqué que l'abrogation de la réforme nécessiterait un financement de 15 milliards d'euros à horizon 2030. Autant vous dire que ce n'est pas grand-chose, hein, ce qui manque, le manque à gagner si on abroge cette réforme.
Et les recettes qu'on estime à court terme, c'est au minimum, et je dis bien au minimum, entre 30 et 40 milliards d'euros. Ça passe par une augmentation générale des salaires qui, à court terme, abonde le système en ressources supplémentaires pour financer les retraites. Ça passe par une augmentation, par exemple, de la cotisation vieillesse sur la part patronale. Et 1% d'augmentation, ça correspond entre 6 et 8 milliards d'euros par an. La seule augmentation de la part patronale sur les cotisations vieillesse, ça fait rentrer immédiatement entre 6 et 8 milliards d'euros par an dans les caisses. Pour rappel, le crédit impôt compétitivité emploi, quand il a été transformé en exonération pérenne de cotisation en 2019, ça coûte 20 milliards d'euros par an, d'accord, à ramener à cette augmentation potentielle d'1% de la part patronale qui rapporterait entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Vous voyez que là encore, c'est une affaire de rapport de force et qu'on peut même aller chercher plus. Et en allant chercher plus, vous comprenez que la logique suivante, c'est qu'on peut financer aussi la retraite à 60 ans. La soumission aux cotisations de rémunération exemptées de cotisations, alors ça c'est un peu plus technique, mais il y a certains revenus qui sont dits exemptés, ne rentrent pas dans le calcul, en fait, dans l'assiette, d'accord, des cotisations pour les retraites. Si on soumettait ces revenus, notamment l'épargne salariale, hein, pour une grande partie, à cotisation, ça rapporterait environ 4 milliards d'euros par an. Et bien sûr, la lutte contre la fraude aux cotisations sociales, qui est essentiellement du travail dissimulé, ça aussi, c'est important, hein. Quand on parle de fraude sociale, ce que vont mettre en avant les principaux médias très souvent, c'est la fraude aux prestations sociales, qui coûte environ 2 milliards d'euros par an. Et pour la majorité, ce n'est pas de la fraude, c'est des erreurs de déclaration. Je ferme cette parenthèse. La vraie fraude sociale, qui coûte chaque année entre 6 et 10 milliards d'euros en fonction des années, c'est le travail dissimulé pour l'essentiel. Et donc, la lutte contre la fraude, si on récupérait notre juste part de cotisation, parce que le travail dissimulé, c'est de fait du salaire en moins, puisque c'est du salaire socialisé en moins, ça rapportera entre 6 et 7,8 milliards d'euros par an à minima. Vous voyez qu'aucune difficulté financière à abroger cette réforme, bien au contraire. Bien sûr, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ça devrait rapporter aux alentours de 6 milliards d'euros par an à long terme en régime de croisière. Et à défaut d'une égalité à très court terme, ce que nous, on revendique, c'est la mise en place d'une contribution d'équilibre temporaire pour permettre de récupérer cette somme jusqu'à ce qu'on atteigne l'égalité salariale. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait discuter et négocier, qui est quelque chose qui devrait être parfaitement normal. La mise à contribution des revenus financiers, là aussi, qui permettrait d'opérer une redistribution entre la valeur produite par le travail et celle qui est accaparée par le capital. Par exemple, en soumettant au même taux de cotisation que sur les salaires les dividendes, ça rapporterait entre 8 et 14 milliards d'euros par an. Ce n'est pas écrit ici, mais je vous donne le chiffre pour que vous voyez que les sources de financement sont nombreuses, que les leviers de financement sont nombreux. Ce qui manque, je vous le donne en mille, c'est la volonté politique. Et ce que nous, on doit construire, c'est le rapport de force pour aller gagner sur ces éléments revendicatifs-ci. Sur les outils pour la mobilisation, il y a le présent webinaire qu'on vient de faire, qui peut servir, vous voyez, en 40 minutes, hein, à peine. Normalement, on a les idées à peu près claires sur les éléments revendicatifs fondamentaux. Il y a un diaporama journée d'études qui existe aussi pour une journée d'études plus longue. Et il y a un dossier complet sur le site de la CGT avec des tracts, avec le cas de page, avec du matériel globalement sur les retraites, des affiches, etc. Donc, à nous d'interpeller les élus, à nous d'organiser des AG sur tout nos lieux de travail, à nous, dans l'unité la plus large, de faire en sorte que cette mobilisation soit une réussite. Évidemment, là, vous voyez, on parle du 8 mars et du 20 mars qui étaient les premières étapes. Il y a eu les mobilisations début avril. On continue tout le mois d'avril. À nous de construire aussi un 1er mai massif, y compris sur la question des retraites, et de rien lâcher si on veut obtenir l'abrogation de cette réforme. Je vous remercie beaucoup. Si ça vous convient tout de suite, j'arrête l'enregistrement et on peut passer à la discussion. Et je vous remercie beaucoup. Alors attendez, hop.